Merci. Merci pour la Société marocaine d'endocrinologie pour m'avoir invité à partager avec vous un thème qui nous intéresse tous les deux, du côté rhumatologique et du côté endocrino. Alors, j'espère pouvoir prendre l'attention de la salle en tant que professeur Mouhaoui. C'est un sujet, en fait, qui nous intéresse tous les deux. Et lorsque le professeur Iraqi m'a demandé de traiter le sujet, j'ai essayé de faire de sorte à ne pas vous sortir, puisque c'est un sujet un peu très long, j'ai essayé de faire de sorte à ne pas tomber dans la situation de vous citer les complications ou les situations où le rhumatologue adresse chez l'endocrino et vice-versa, de façon communiste. Donc, j'ai essayé d'adopter le plan suivant. Donc, l'agenda que j'ai choisi est le suivant. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de est-ce qu'il y a une interaction entre les rhumatismes inflammatoires chroniques et le diabète, en quelque sorte. Est-ce que la pathologie rhumatismale a une affection sur le diabète et l'inverse. Et puis par la suite, on va attaquer le grand chapitre que vous connaissez tous et qui est les manifestations articulaires, les manifestations osseuses et les manifestations musculaires. J'ai fait exprès de ne pas parler des manifestations neurologique, puisque j'ai vu que sur le programme, il y a toute une présentation qui est dédiée pour ça. Et donc, vous ne m'entendrez pas parler de la myopathie et des ostéoarthropathies diabétiques, à savoir le pied de Charcot. Et pour commencer, est-ce qu'il y a une interférence entre le rhumatisme inflammatoire chronique et le diabète? La réponse est oui, particulièrement concernant la polyarthrite rhumatoïde. Et pourquoi la polyarthrite rhumatoïde? Puisque c'est la pathologie, pourquoi pas les spondylarthropathies, puisque tout simplement les spondylarthropathies, vous savez très bien que les traitements ne reposent pas sur la corticothérapie. Et dans la comorbidité des spondylarthropathies, on a moins la pathologie diabétique. Par contre, dans la polyarthrite rhumatoïde, le fait d'être diabétique, ça favorise la survenue de polyarthrite rhumatoïde et ça aggrave cette pathologie. Alors, j'ai choisi pour vous parler de la polyarthrite rhumatoïde ce travail qui a été présenté à la Société française de rhumatologie en 2018 et qui en fait qui a essayé de voir quel est l'impact de la polyarthrite sur et de ces traitements, puisque c'est un élément très important, sur le diabète de type 2. Alors, c'est un travail multicentrique qui a porté sur 7 centres de rhumatologie de la PHP et qui ont inclus de façon successive sur une période de 18 mois tous les patients qui se sont présentés et qui ont un diabète, une polyarthrite et une arthrose, Et donc, ils ont donc réparti en deux groupes. Le premier groupe, c'est des diabétiques de type 2 atteints de polyarthrite rhumatoïde. Bien sûr, polyarthrite confirmée par les recrutée selon les critères de l'ACR et de l'EULAR 2010. Le deuxième groupe, qui est un groupe contrôle, c'était des diabétiques de type 2 atteints d'arthrose. Ces deux groupes étaient tout à fait comparables sur tous les points. Alors, dans cette étude ont été relevés plutôt les indices d'activité et de sévérité de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, l'indice d'activité et de sévérité le plus utilisé, c'est le DAS28. Si vous voulez, on peut en parler. Puis après, ont été relevés les traitements actuels de la polyarthrite et du diabète et les complications du diabète. Alors, vous le savez enfin, plus que moi, que l'index OMA mesure, on va dire, l'insulinorésistance chez les patients non diabétiques. Il a été également évalué dans cette étude et les résultats sont comme suit. Donc, j'ai choisi de vous présenter ces résultats. Alors, vous voyez... Attendez. Je vais y arriver. Voilà. Alors... le degré de l'insulinorésistance chez les patients présentant une polyarthrite rhumatoïde est nettement supérieur par rapport à ceux ayant une arthrose. On peut en discuter si vous voulez après. Et puis, prenons comme repère l'activité de la maladie. Alors, je rappelle que la polyarthrite rhumatoïde active quand
le DAS 28 est supérieur à 3,2. Elle est en rémission lorsque le DAS 28 est inférieur à 2,6. Et donc là, on a considéré l'activité, donc l'activité selon le DAS, à donc 3,2. Et vous voyez que l'insulinorésistance, elle est basse chez les polyarthrites rhumatoïdes non actives, c'est-à-dire, on va dire, moins sévères. Cela peut impliquer les traitements ou la nature de la polyarthrite rhumatoïde elle-même, comparée aux arthrosiques ou bien comparée à la polyarthrite rhumatoïde active. Alors, dans ce travail, et après un ajustement sur l'âge, sur le sexe et sur la durée de la maladie et la prise actuelle de corticoïdes dans la population de polyarthrite rhumatoïde, vous voyez que l'hémoglobine glyquée est plus basse chez les patients PR diabétiques par rapport au contrôle arthrosique. On peut en discuter, peut-être c'est le contrôle serré de la maladie rhumatismale inflammatoire chronique qui fait que on voit régulièrement les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde et donc on gère mieux leur comorbidité, ce qu'on peut faire, et donc on envoie chez nos collègues endocrinologues. Par contre, les arthrosiques ne consultent pas de façon itérative et fréquente comme les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde. Ceci est une des explications. Alors, quand on prend maintenant les deux populations, polyarthrite rhumatoïde et diabète, et arthrose et diabète, lequel fait plus de complications en rapport avec la microangiopathie diabétique, sans aucun doute, c'est les patients arthrosiques qui ont, les patients arthrosiques diabétiques qui font plus de complications, peut-être aussi par le taille contrôle qui est mauvais chez les arthrosiques. Alors, maintenant, qu'en est-il des traitements et des traitements récents, et notamment les biologiques? Alors, les biologiques, comme vous le savez, c'est des thérapeutiques innovantes, intelligentes, basées sur une physiopathologie précise. On sait que l'anti-TNF et le TNF ou une certaine interleukine est responsable et en partie de la maladie. On est allé donc la cibler. Et donc, ces thérapeutiques ciblées ont changé complètement le visage de la polyarthrite rhumatoïde. Et il est exceptionnel maintenant de trouver en salle d'attente une polyarthrite rhumatoïde jeune, nouvelle, avec des déformations comme on voyait jadis au cours de notre formation. Alors, ces thérapeutiques permettent de gérer la maladie et de gérer l'inflammation. Et là, vous voyez ici, alors l'hémoglobine glyquée est significativement réduite chez les PR qui recevaient un traitement ciblé, qu'il s'agisse d'un anti-CD20, d'un anti-TNF, de l'abatacept, du TOSI ou autre thérapeutique. Alors, la prise de traitement biologique est associée à une réduction de l'insulinorésistance et vous voyez le niveau j'arrive pas. Alors, donc vous voyez le niveau d'insulinorésistance chez les patients qui sont sous traitement et sous traitement biologique, je veux dire, et ceux qui ne le sont pas. Donc, on gère mieux nos patients PR avec les traitements biologiques. Alors, qu'en est-il de façon synthétique pour les rhumatismes inflammatoires chroniques, en l'occurrence la polyarthrite rhumatoïde et le diabète? Alors, on sait que l'insulinorésistance est plus élevée chez les patients diabétiques atteints de polyarthrite rhumatoïde par rapport à une population diabétique contrôle. Et ceci est en lien direct avec l'activité de la maladie, en premier du rhumatisme inflammatoire chronique. Alors, une meilleure prise en charge et un meilleur contrôle de la maladie diabétique et de la maladie inflammatoire limite les complications qu'on pourrait éventuellement avoir. Alors, j'arrive au deuxième grand chapitre et qui sont les manifestations articulaires du diabète, que j'ai partagé en deux chapitres, les tendinopathies et les atteintes articulaires. Alors, les tendinopathies, vous savez que dans une
population vieillissante, on a beaucoup de pathologies dégénératives, tendineuses, articulaires, osseuses et musculaires. Alors, le diabète, dans cette population vieillissante, va faire... il change l'expression clinique de cette pathologie dégénérative en accentuant sa symptomatologie, en augmentant sa fréquence. Et vous allez voir, chaque fois que je veux vous parler d'une pathologie donc, qui survient de façon importante chez le diabétique, vous allez voir que les proportions par rapport à la population générale, c'est du simple au double, voire au triple. Et ça change aussi le visage par l'augmentation, par la rapidité de survenue de ces pathologies. Alors, les tendinopathies, c'est quoi? Alors, c'est des lésions tendineuses qui sont dues à... C'est une lésion qui cicatrise mal. Vous savez très bien que le diabétique cicatrise mal tous les tissus, en l'occurrence le tendon. Alors, quand il cicatrise mal, il va y avoir, ça va entraîner une incompétence de ce tendon et donc de la douleur chronique. Alors, 3 raisons pour que ce tendon cicatrise mal, pour la survenue de cette tendinopathie. L'hyperglycémie chronique qui va entraîner une diminution de l'élasticité du tendon et donc de son collagène. Puis cette situation inflammatoire chronique à bas bruit que vous connaissez bien chez vos patients diabétiques. Et puis un processus qui est propre aux tendinopathies chez le diabétique ou autre. C'est qu'il y a une théorie vasculaire aux tendinopathies qui dit qu'il y a une diminution de l'angiogénèse dans l'endroit où se crée une lésion du tendon. Et donc, il n'y a pas de l'angiogénèse et donc ça va cicatriser mal. Chez un diabétique, plus encore. Alors, le diagnostic des tendinopathies, alors les différentes localisations de tendinopathie chez le diabétique, vous voyez, c'est toutes ces zones. Alors, le diagnostic est clinique, il est purement clinique, c'est très facile, comme on apprend donc à nos étudiants et comme on pratique chez nos patients, c'est la douleur spontanée et c'est la douleur au mouvement contrarié et c'est la limitation de la mobilité et la discordance entre la mobilité active et passive. Alors l'échographie maintenant, chez nous rhumatologues, représente une continuité de l'examen clinique. Alors aussi bien chez la PR que chez l'arthrosique qu'en cas de tendinopathie. On a un diagnostic lésionnel précis. Alors deuxième atteinte donc tendineuse et qui est très fréquente qu'on voit essentiellement au pouce, puis à l'index et au troisième. C'est quoi? C'est le doigt à rosseau. Alors, c'est quoi? En fait, c'est un conflit entre une ténosynovite du fléchisseur du doigt qui va buter contre la poulie A1. Et cette poulie A1, elle existe juste devant la MCP. Et donc, quand votre patient vous dit qu'il a un blocage, il le localise essentiellement au niveau de la MCP, de la face palmaire de la MCP. Alors, au début, c'est des blocages qui sont indolores, et c'est là où la prise en charge en rééducation en physiothérapie peut donner de meilleurs résultats. Par la suite, le blocage peut devenir douloureux, et parce qu'en plus, il y a des réactions inflammatoires tendineuses tout autour de ce nodule tendineux, et par la suite, parfois, le blocage, il est permanent. Et on voit des patients venir avec un pouce carrément en adductus et qu'on ne peut absolument pas détendre. Alors, le traitement, quand on peut le donner, c'est des anti-inflammatoires. Pourquoi j'ai dit quand on peut le donner? Parce que le terrain, parfois, nous oblige à ne pas donner. Un diabétique hypertendu, d'autant plus s'il est âgé, ça va être difficile donc d'instaurer un traitement INS. Par contre, les infiltrations cortisoniques, en concertation avec l'endocrino-traitant, nous rendent énormément service et c'est la solution à 90%, on va dire, qui donne plus de chance. Parfois, on a recours à la chirurgie lorsque le nodule est important. C'est exceptionnel. De ma pratique de rhumatologue qui ne date pas d'hier, j'ai dû envoyer en chirurgie 2 patients pour un doigt au rosseau du pouce. Alors, maintenant, donc je vous rappelle,
pour vous donner un peu, pour vous réveiller un peu, je sais que c'est un truc de listing, l'atteinte articulaire. Les atteintes articulaires, vous les connaissez très bien. Ce sont les syndromes d'enraidissement. Et j'ai fait exprès de vous parler de l'arthrose chez le diabétique. Et que fait l'arthrose chez le diabétique? On va voir tout ça. Alors, les enraidissements articulaires, alors ils sont dus essentiellement à une glycation non enzymatique des protéines, ce qui leur donne une mauvaise élasticité et donc un enraidissement de toutes les articulations. Alors, la première, c'est la chéroarthropathie diabétique. Elle survient chez 58% des patients diabétiques et seulement 20% à 25% de la population générale. Alors, il y a un enraidissement, un manque de souplesse de la MCP et de l'IPP. De la MCP et de l'IPP, ce qui fait que le patient va avoir une main en flexion permanente, un déficit d'extension. Alors, ces enraidissements peuvent se voir aussi au niveau du pied, et notamment au niveau de la MTP et au niveau de la soutalienne, ce qui donne le patient n'arrive pas à faire une extension de la plante du pied quand il marche, et donc il va y avoir une hyperpression sur des zones qui normalement, lors du cycle de marche, ne subissent pas la pression tout le temps. Il s'en sort des ulcérations, comme vous voyez ici, d'autant plus que le patient est diabétique et il ne cicatrise pas très bien, et donc vous imaginez l'ampleur de dégâts de ces lésions. Alors, le diagnostic est uniquement clinique. On l'appelle signe de la prière parce qu'il a été appelé comme ça. Donc, le patient qui n'arrive pas à joindre les MCP, lorsqu'il met les mains, une main contre l'autre. Alors, le traitement, en phase de début, c'est essentiellement une rééducation et des étirements passifs de la main en demandant au patient de faire des étirements. Alors là, j'arrive à le faire, mais quand vous demandez à votre patient qui a la chéroarthropathie diabétique, il n'arrive pas à le faire. Alors, vous insistez à ce qu'il le fasse, comme on appelle ça un signe de la prière. Moi, je dis à mes patients, on le fait après chaque prière. Alors, le temps de faire le temps de vous faites ça avec vos mains et croyez-moi, les gens adhèrent beaucoup à cette façon de faire. Et lorsqu'il y a une régularité de la rééducation, on arrive à au moins maintenir une flexion non nuisible au mouvement. Parce que lorsque la flexion est importante, le patient n'arrive pas à faire des mouvements qui nécessitent une main plate. Mettre la main dans la poche, étaler un linge, et c'est gênant pour la vie. Alors, la capsulite rétractile qui est en fait une limitation de la mobilité active de l'articulation par rétraction. Vous voyez ici le volume de la capsule et là le volume d'une capsule rétractée. Et donc, ça limite donc, la mobilité dans tous les sens et essentiellement dans la rotation interne. Donc, quand on demande aux patients de faire une rotation interne, de mettre le dos de la main dans la région lombaire, il n'arrive pas à le faire, ou quand il le fait avec beaucoup de peine, il faut se dire, est-ce que c'est pas une capsulite rétractile? Elle est très douloureuse au début. Puis cette phase douloureuse, qui est une phase active, c'est là où on gagne le plus en rééducation et en traitement et en arthrodistension. Parce qu'au-delà de cette phase, s'installe la phase 2 et la phase 3, qui sont en fait une phase d'épaule gelée. On appelle ça une épaule gelée, où c'est très, très, très difficile de revenir en arrière. Alors, le diagnostic est fait comment? Le diagnostic est clinique, mais on a avec l'échographie un signe qui est très, très, très intéressant et on va dire, les radiologues l'appellent une girafe, c'est l'épaississement du ligament coraco-huméral quand on examine la traversée des rotateurs. Ça ne trompe jamais. Alors, c'est à cette phase où il faut faire et intensifier le traitement de rééducation, le traitement par infiltration,
cortisonique. Et si l'infiltration cortisonique ne donne pas un résultat, il faut aller à l'arthrodistension. Alors, c'est quoi l'arthrodistension? C'est on repère la capsule par abord postérieur généralement, c'est le plus facile, le plus accessible, et on injecte du sérum physiologique, bien sûr avec un corticoïde, on injecte sous visuel, sous repère visuel, sous échographie, on injecte un volume allant de 2, 3, 4, 5, 6, et on essaie de distendre l'articulation, distendre cette capsule. Alors, il y a l'effet mécanique, mais il y a certainement un effet qu'on n'arrive pas à expliquer, mais certains disent que c'est un effet réflexe. Quand on touche la capsule, il y a un petit relâchement. Et sur la table, les patients gagnent environ 25% de mobilité. Alors, c'est que quand on veut faire une arthrodistension, il faut absolument avertir le kinésithérapeute qui doit recevoir le patient dans la journée pour profiter de l'antalgie parfois on met un peu d'anesthésie due au corticoïde, l'antalgie due au corticoïde pour distendre davantage l'articulation et ça donne de très bons résultats. Le Dupuytren, alors la prévalence, et vous voyez, c'est du simple à fois pratiquement 4 chez le diabétique, à tel point qu'on se dit, est-ce que ce n'est pas une pathologie spécifique du diabète? Alors, c'est un épaississement de l'aponévrose palmaire qui commence par un nodule, le plus souvent non douloureux, que le patient ne rapporte pas. Il faut donc le rechercher et peut-être le mettre dans la liste de la comorbidité ou des complications que vous cherchez systématiquement chez le diabétique. Parce que par la suite, le nodule va devenir douloureux et il va y avoir une bande fibreuse qui va s'installer et donc il va y avoir une rétraction progressive qui, au-delà d'un certain angle, ne peut être résolue que chirurgicalement. Par contre, au stade de nodule ou au stade de petite rétraction, ces mouvements de rééducation donnent de très bons résultats. Mais malheureusement, nos patients ne consultent que tardivement. Alors, cette entité est décrite aussi au niveau de la plante du pied et on l'appelle la maladie de lait de rose et elle est aussi sensible aux infiltrations cortisoniques et elle est très très douloureuse. Généralement, ça c'est un cas historique. Les patients, pour le pied, ils consultent beaucoup plus rapidement que pour l'atteinte de la main. Elle peut se voir aussi au niveau de la verge. Les patients ne le rapportent pas, il faut aller le chercher. Quand on voit un Dupuytren, on pose la question, est-ce que vous avez un coude au niveau de la verge lorsque vous avez des érections? Alors les traitements, c'est les infiltrations cortisoniques, c'est la rééducation et on peut parfois arriver à l'aponévrotomie chirurgicale. Alors, une fenêtre pour l'arthrose. L'arthrose n'est pas une maladie qui est due au diabète. Mais on sait que l'arthrose survient de façon plus importante que chez le diabétique. C'est une pathologie dégénérative qui est due à l'usure, et les facteurs biomécaniques qui sont le poids et le niveau inflammatoire à bas bruit sont favorisés par le diabète de type 2. Alors, deux travaux dont je vais vous parler. Le premier, c'est une revue de la littérature qui est très intéressante, qui trouve un lien entre le diabète de type 2 et l'arthrose. En fait, 30% des patients diabétiques sont atteints d'arthrose. Cela fait qu'on a un risque 1,46%, pas plus, de faire une arthrose quand on est diabétique. Alors, le deuxième travail est très intéressant et qui montre en fait les interactions entre les deux pathologies. Je veux dire, l'arthrose aggrave le diabète. Alors, ce travail
qui est en fait une étude de cohorte d'une population qui a été recrutée entre 1996 et 1998 et qui ont été suivies jusqu'en 2015, soit 17 ans. Alors, cette cohorte de population de plus de 55 ans et qui souffrait d'arthrose symptomatique au niveau de la hanche et du genou. Alors, les résultats ils sont étonnants, mais ils sont logiques. On a une plus grande difficulté, lorsque on a une plus grande difficulté à marcher, c'est-à-dire une arthrose sévère, au départ de l'étude, on a plus de complications spécifiques du diabète. Et on a plus d'événements cardiovasculaires. Donc ça, c'est d'une logique implacable. Si on veut la lire autrement, à l'envers, corriger et traiter une arthrose chez nos diabétiques pourrait améliorer leur maladie diabétique donc de façon générale. C'est vrai que c'est difficile, mais juste on fera une réflexion. Alors, qu'en est-il des manifestations osseuses? Alors, les manifestations osseuses, donc l'ostéoporose, donc notre chère ostéoporose. Alors, vous savez très bien, tout autant que moi, que l'insuline a une action anabolique qui stimule la production osseuse par les ostéoblastes. Et donc, en toute logique, dans le diabète de type 1, où il y a de l'insulinopénie, on va avoir une diminution de la production osseuse. Donc, une diminution et une baisse de la masse osseuse, et donc des fractures. Et dans le diabète de type 2, tout au moins au début, où on a de l'hyperinsulinisme, on va avoir une hyperproduction osseuse. Ben, c'est vrai. On a moins de baisse de masse osseuse et moins d'ostéoporose au début du diabète de type 2. Alors, qu'en est-il de l'évolution? Alors, ce travail il nous parle de l'évolution de la masse osseuse. Alors, vous voyez, donc, c'est la cohorte SOF nord-américaine qui regroupe des femmes de plus de 65 ans qui ont tous une densité minérale osseuse, et parmi les 6800, 400 avaient un diabète. Vous remarquez qu'à l'entrée de l'étude, les diabétiques en bleu ont une masse osseuse plus élevée que les non-diabétiques. C'est le diabète de type 2. Mais ils vont perdre, les deux vont perdre, vu l'âge, vu l'hormonoprivation et tout, les deux vont perdre, mais remarquez que la perte chez les diabétiques, elle est plus importante et la courbe, elle est plus inclinée. Donc, la perte osseuse est plus importante chez les diabétiques, quand bien même, au début, il y a une masse osseuse élevée. Alors, le risque de fracture. Alors, on a une masse osseuse faible, oui, mais si on ne chute pas et qu'on ne se fracture pas, ça n'a pas d'interférence dans la vie. Donc, est-ce qu'il y a un risque de chute chez le diabétique? La réponse est oui. Le diabétique chute parce qu'il a la myopathie. Le diabétique chute parce qu'il a les atteintes articulaires et tendineuses. Et le diabétique chute parce qu'il fait des hypoglycémies, soit dues à la maladie elle-même, soit dues à certains thérapeutiques. Je vais vous en parler. Alors, dans ce travail, qui est en fait une méta-analyse qui a regroupé un nombre très très important donc, de patients, vous voyez, concernant la fracture de la hanche et la fracture vertébrale, tout montre qu'il y a une augmentation de risque de fracture incidente chez le diabétique, qu'il s'agisse de fracture de hanche ou de fracture vertébrale. Alors, ce risque, il existe aussi bien chez le diabétique de type 1 que le diabétique de type 2. Il se voit à tout âge et il concerne toutes les fractures, catégorisées dans fractures ostéoporotiques. Alors, bien sûr, l'augmentation du risque de fracture, comme on vient de dire, c'est l'hypoglycémie, c'est les troubles, et c'est les chutes, c'est les troubles de la vision. Alors ici, l'effet de certains médicaments sur la masse osseuse et sur la fracture essentiellement, sur la fracture. Donc, les thérapeutiques qui sont plus à risque de donner des hypoglycémies, c'est eux qui donnent le plus de risque de fracture chez un patient qui a une masse osseuse basse.
Alors, dans ce tableau, en fait, j'ai récapitulé toutes les altérations osseuses et risques de fracture dans les deux types de diabète. Si vous voulez le prendre, il résume tout ce que je viens de dire en termes d'augmentation de l'incidence de fracture, du risque de chute et d'augmentation de la masse osseuse chez le diabétique de type 2. Il en est de même chez le diabétique de type 1, sauf qu'il y a une diminution de la masse osseuse au début. Alors, pour vous parler donc à la fin de deux choses, de l'hyperostose vertébrale engainante. Et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi cette diapositive montrant un rachis complètement enserré par un barbelé. En fait, ça touche le rachis essentiellement, lombaire, mais aussi dorsal et cervical. Ça touche également les crêtes iliaques. Alors, la prévalence est, vous voyez, elle est très importante. Et on ne connaît pas pourquoi les patients font ça. Alors, le diagnostic est facile. Sur le plan radiologique, c'est extrêmement facile quand on voit des coulées avec des ostéophytes exubérants qui signent le diagnostic d'hyperostose vertébrale ankylosante. Le problème, c'est de différencier ça avec une spondylarthropathie. Et là, les rhumatologues s'intéressent à faire des conférences dédiées à comment différencier entre DISH et SPA. Et puis pour terminer avec l'infarctus musculaire. En fait, c'est une ischémie nécrosante spontanée du muscle squelettique qui est indépendante d'une cause thrombotique ou embolique. Elle survient chez les diabètes vieillis et elle apparaît de façon spontanée. Sa localisation préférentielle, c'est le quadriceps, mais le problème, c'est essentiellement le diagnostic différentiel. On arrive à voir à l'échographie, à l'IRM, que c'est une nécrose musculaire, mais c'est très difficile de dire c'est une nécrose musculaire dans le cadre du diabète. On peut parfois aller jusqu'à la biopsie. Et je termine par vous dire que les complications ostéo-articulaires du diabète sont fréquentes et souvent méconnues. Elles peuvent être à l'origine d'un handicap entravant la qualité de vie des patients. La durée du diabète est souvent liée à l'apparition de certaines de ces manifestations et leur recherche doit être systématique comme les autres complications du diabète pour une meilleure prise en charge et essentiellement en qualité de vie de nos patients. Merci.